À la une, éboulement d'un site d'orpaillage abandonné à Sayen-Soutou, c'est dans le département de Saraya. Bilan, un mort et un blessé. Libération des enseignants arrêtés et respect des accords avec le gouvernement. L'alliance SAEMS-QSEMS décrète une journée morte le mardi 7 novembre prochain sur tout le territoire national. Un avertissement à l'endroit des autorités. Conférence de presse ce matin. Les recrutements dans la gendarmerie, le président Sall, chef suprême des armées, a encore fait l'annonce hier en marge de l'inauguration de l'état-major du camp Dialdiop. 35 000 agents à l'horizon 2025. S'agit-il d'une réorganisation de la sécurité autour de la gendarmerie? Quel sens donner à ces recrutements? Avis d'experts sur la question. L'actualité internationale au Mali, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a présenté son rapport pour l'exercice 2022 sur les droits civils et politiques. La CNDH dit avoir constaté plusieurs violations des droits de l'homme. Les militaires au pouvoir se défendent. Le sport, ce sera avec Malal Diagne Junior. Point de vue, 5e recensement général de la population et de l'habitat. Quels enseignements l'État doit tirer de ces chiffres fournis par la NSD? Débat avec nos deux intervenants en fin de journal. Aliou Baïta, la technique, bienvenue. D'abord, ce phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans le département de Saraya, c'est dans la région de Kédougou, l'éboulement de sites d'orpaillage abandonnés. Le dernier en date est survenu au village de Sayen-Soutou, dans la commune de Missira-Sirimana. La victime, une fille âgée de 17 ans, morte ensevelie dans une carrière de sable. Une autre dame s'en est sortie avec des blessures. Nous y reviendrons avec Ibrahima Diabakhate. La colère des clients de la Poste Finance de Louga, ils perçoivent leur salaire dans des conditions à la limite inhumaines, en plus du retard. Certains parmi eux ont du mal à entrer en possession de leur épargne. Ces clients ont pris la parole pour s'adresser aux responsables du groupe La Poste, Nafissa Touniaï. Les clients de la Poste haussent le ton. Ils dénoncent les retards de paiement qu'ils ont constatés depuis quelque temps. Moussa Sarr porte leur parole. Sur l'étendue du territoire national, toutes les agences de Poste Finance ont déjà payé. Mais à Louga, on ne nous paie pas encore. Ça, c'est une inquiétude que nous posons sur la table et nous voulons avoir des réponses plausibles à cette situation. Ils déplorent par ailleurs le caractère très exigu de la salle de paiement. Des locaux sont très exigus qui regroupent en même temps les retraités et les fonctionnaires dans une salle qui ne peut même pas contenir 10 personnes. Un seul guichet pour Louga, ça ne nous honore pas du tout. Le dernier, c'est lié aux épargnes. Déjà, il y a des gens qui ont épargné leur argent depuis bientôt 10, 15 ans, voire 20 ans. Maintenant, ils veulent entrer en possession de leurs épargnes. C'est la croix et la bannière. Ça, nous le dénonçons. Face à cette situation, ils pointent du doigt les autorités postales de Louga. Nous avons essayé de contacter toutes les autorités postales, mais à chaque fois, la réponse qui est servie sème le doute. Elles ne nous disent pas plutôt clairement ce qui se passe. Et c'est ça qui est frustrant. La Poste, établissement public, fait vivre le calvaire à ses chefs de famille qui ne cautionnent pas le paiement très tardif des salaires. Ils interpellent directement le directeur de la boîte pour une solution urgente à ce problème qui plonge des responsables de famille dans l'embarras. Nafissa Touniaï, Louga, Radio Futur Média. Nafissa Touniaï, mouvement d'humeur des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ils ont barré la route et brûlé des pneus ce matin. Ils réclament la tenue des deux sessions normales pour les deux semestres de l'année 2022-2023, l'installation et la livraison des 12 amphithéâtres de 150 places et des pavillons de 1000 lits, entre autres. Nous y reviendrons avec Lamine Ba. Libération des enseignants arrêtés lors des manifestations politiques au Sénégal et respect des accords avec le gouvernement. L'alliance SAEMS-QSEMS décrète une journée morte le mardi 7 novembre prochain sur l'ensemble du territoire. Un avertissement à l'endroit des autorités. Conférence de presse ce matin. Eladji Malik Youm, le secrétaire général du SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, au micro de Salimata Aou. Nous avons organisé aujourd'hui cette conférence de presse de rentrée syndicale pour exiger du gouvernement la prise en charge du passif social. Parce que comme tout le monde le constate, depuis la signature du protocole, nous avons constaté qu'il y a des engagements sur lesquels le gouvernement n'a pas encore avancé. Ces engagements portent notamment sur ce qu'on appelle la révision du statut des décisionnaires, la formation des professeurs contractuels, des professeurs chargés de cours, des bénéficiaires de mise en position de stage, mais aussi la formation des camarades MEPS qui doit se
poursuivre et se terminer dans les meilleurs délais. En plus, maintenant, des difficultés liées au contexte, la question des lenteurs administratives. Donc tout cela nous pousse aujourd'hui à exiger du gouvernement quand même que des actes concrets soient posés. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'aller vers des activités conjointes entre le SEMS et le QSEMS qui commenceront déjà par le dépôt d'un préavis conjoint dans les jours à venir. Nous allons procéder donc à ce que nous appelons une journée morte qui sera lancée un peu partout à travers le territoire national et une journée où il n'y aura pas d'école sur toute l'étendue du territoire national en guise d'alerte aux autorités pour leur demander quand même de procéder à l'appurement de ce passif-là. Au-delà maintenant, nous allons évaluer. Le mardi 7 novembre donc est décrété journée morte. Il n'y aura pas d'enseignement ni d'apprentissage sur toute l'étendue du territoire national et cela nous le disons pour exiger du gouvernement la prise en charge immédiate du passif social, mais aussi la libération des enseignants arbitrairement détenus pour qu'on puisse en tout cas aller vers une école apaisée cette année-ci. Elhadji Malick Youm, le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen et du secondaire, commune de Malika, l'unique lycée n'existe que de nom. Certains élèves font cours au niveau du CM, d'autres passent le temps à errer dans les rues à la recherche d'une salle de classe disponible au niveau des autres établissements scolaires de la commune, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'éducation des enfants. Et pourtant, les travaux du lycée de Malika ont été bien lancés, mais aujourd'hui, ils sont à l'arrêt à cause d'un litige foncier sur le site qui doit abriter l'infrastructure. Aminata Ba. Dans cette salle de classe, les élèves de terminale sont assis à 3, voire à 4 par table. Difficile pour eux de travailler dans cette promiscuité. Rose est une élève. On aimerait quand même que l'on diminue l'effectif pour qu'on puisse mieux se concentrer, pour qu'on puisse se donner à fond. Parce qu'il y a un grand événement qui nous attend, qui est le bac. Le collège d'enseignement moyen de Malika Plage est érigé en lycée depuis 2 ans, avec 15 salles de classe au total. Une situation qui complique le déroulement des cours de la vie de Moustapha Ndiaye, censeur du lycée. On est obligé de loger le lycée dans un CM. C'est pas normal. Maintenant, on était obligé d'emprunter des salles à côté. C'est pourquoi vous avez vu des élèves à la mairie. Le maire leur a octroyé 2 salles au niveau de la mairie qui ne sont pas destinées à des salles de classe, mais qu'on a transformées en salles de classe avec tous les désagréments qui vont avec. On était même obligé d'aller à l'école primaire à côté, d'emprunter des salles. Ils nous ont octroyé cette année-ci 2 salles qu'on est en train de réflexionner pour y loger des élèves. Et pourtant, le lycée de Malika Plage est en construction depuis 10 ans, mais le chantier peine à avancer à cause d'un litige foncier. C'est entre la mairie et la DESCOS. D'après nos informations, le lycée ne devait pas être là-bas. Il y avait un premier site sur lequel le lycée devait être érigé. Bon, ce qui a fait. La DESCO n'a pas compris pourquoi on a choisi un autre site. Alors là, effectivement, elle a fait ce qu'elle devait faire et pose son veto. Les responsables du lycée disent avoir saisi à plusieurs reprises les autorités locales et éducatives, mais sans succès, un silence qu'ils dénoncent. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Les travaux du lycée de Malika donc bloqués à cause d'un litige foncier sur le site qui doit abriter l'infrastructure, ce qui nous amène à parler de ce conflit foncier à Diakhaï. Le collectif Arsounou de Kouaï accuse des individus d'avoir fait main basse sur plusieurs terrains au niveau des 27 unités des parcelles assainies de Keur Massar Rufisque 1, une affaire qui a même atterri devant les juridictions. Mamadou Ndiaye, le porte-parole du collectif Arsounou de Kouaï, avec Aminata Ba. On est en train de sortir la tête de l'eau, puisque présentement, nous connaissons le début jusqu'à la fin du 1451R. C'est la SNHLM et les institutions étatiques chargées de l'urbanisme. Actuellement, tout est très clair maintenant. La plupart des terrains occupés par les soi-disant héritiers, nous ne sommes pas des héritiers, nous sommes des ayants droit légaux. Les parcelles assainies sont composées de plusieurs titres fonciers, dont un à contentieux, le 1451R. Mais tout n'est pas 1451R, mais eux, ils ont construit sur tous les unités. Sur tous les unités. Presque 10 titres fonciers. Parmi ces 10 titres fonciers, ils n'ont qu'un titre foncier en contentieux, mais ils ont occupé tous les titres fonciers et ils ont construit. Et nous interpellons la plus haute autorité à prendre toute sa responsabilité relativement à ça. C'est du vrai banditisme foncier qui est en train de se faire et il y a des personnes qui sont là uniquement pour être des receleurs. Il y a des séquelles. Il y a le petit banditisme, il recule, mais il y a quand même, ça continue. Nous sommes déjà en justice. Nous sommes en justice. Et la vérité va vaincre. Voilà, Mamadou Ndiaye, le porte-parole du collectif Arsounou de Kouaï. Ce manque d'électricité dans le monde rural, plusieurs localités souffrent du phénomène. C'est le cas à Kikadjeri, village situé dans la commune de Latmengue. Les habitants très en colère en veulent au directeur général de la Sonelec, originaire du Saloum. Mais en réalité, l'absence d'électricité n'est pas le seul problème à Kikadjeri. Fatoumbo.
Tikadjeri endure des années d'obscurité en raison du manque d'électricité. Ses habitants expriment leur indignation et demandent avec insistance l'électrification de leur localité. Ils appellent ainsi le directeur général de la Sénélec, Youbadiko, et le porte-parole du jour. Nous réclamons cette source vitale le plus rapidement possible, illuminant ce village qui vit toujours dans le noir. Une lueur d'espoir était permise avec l'installation de poteaux électriques depuis plus de 2 ans. Mais jusqu'à présent, rien n'est concret. Disons aussi à Mademba Bité, directeur général de la Sénélec qui habite à Kaolack, de venir au CV de la population de Tikat. De plus, le village est confronté à un défi persistant en ce qui concerne l'éducation des enfants, d'où l'importance cruciale de construire des infrastructures éducatives. Le village réclame une route goudronnée, mais aussi un nouveau CM. Cela pourra résorber le gap du taux d'abandon de la scolarisation. Quand on sait que les élèves qui réussissent au CFE sont souvent orientés à Kër Ali Bassine, situé à 5 km de Tikadjeri, ou bien à Latmengue. Ainsi, le président Macky Sall est interpellé de manière directe en raison des nombreuses lacunes observées dans les infrastructures de développement à Tikadjeri et environ. Ce village manque de tout, pénurie d'eau, manque de structures sanitaires. Nous lançons un appel solennel au président de la République. Fatumbo Tikadjeri, Radio Futur Média. Santé à présent, l'onchocercose, une maladie qui tend à disparaître au Sénégal. Aucun nouveau cas n'a été détecté ces 35 dernières années, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, qui préside ce matin la première réunion du réseau mondial pour l'élimination de l'onchocercose, rencontre qui se tient à Saly dans le département de Mbour. Ndeye Mati Dieng. Le Sénégal a pu réussir sa lutte contre l'onchocercose, une maladie qui peut provoquer la cécité. Dr Maria Robelo, responsable mondiale de l'OMS pour l'élimination de l'onchocercose. L'onchocercose est présente dans 34 pays dans le monde, parmi lesquels les 99 pays sont en Afrique. Et il y a le Sénégal, qui c'est le premier pays qui fait aussi un arrêt de traitement à escale nationale. Donc c'est vraiment un grand réussite. Pour tous les autres pays, chaque année, on réussit à traiter 194 millions de personnes. Pour éviter une contamination, car l'onchocercose sévit dans les pays frontaliers, l'État du Sénégal est dans une posture de surveillance épidémiologique. Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé. Nous travaillons de commun accord avec les autres pays. Aujourd'hui, on n'a plus de cas, mais nous devons être encore dans la surveillance épidémiologique. L'État entend intensifier sa communication pour mieux sensibiliser. Je pense qu'il faut cet engagement pour que le monde entier, avec cet élan, vraiment soit indemne de ces maladies tropicales négligées, particulièrement de l'onchocercose. Madame le ministre a aussi alerté sur d'autres maladies toujours présentes au Sénégal comme la Covid-19. Pour elle, les populations doivent continuer de se méfier de ces pathologies, même si les risques de contamination sont maintenant très réduits. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0. La radio en puissance. RFM Midi. Barthélémy Ngom. Je vous l'annonçais en titre, les recrutements dans la gendarmerie. Le président Sall, chef suprême des armées, a encore fait l'annonce hier en marge de l'inauguration de l'état-major du camp Dial Diop. 35 000 agents à l'horizon 2025. Alors question, s'agit-il d'une réorganisation de la sécurité autour de la gendarmerie ou encore quel sens donner à ces recrutements? Mohamed Ali Mouba a donné la parole à des experts sur la question. Selon Sankoum Fati, colonel de gendarmerie à la retraite, la montée en puissance de la maréchaussée a une signification simple. Maintenir les capacités opérationnelles des hommes en bleu face à la montée des périls. Vous savez qu'il y a eu on a fait 2 ans, presque 2 ans et demi, on n'a pas fait de recrutement à cause de la Covid. Donc il fallait rattraper ce gap. C'est les états-majors mixtes, c'est-à-dire toutes les forces de défense sont en réseau. La gendarmerie est une force militaire, mais qui est une deuxième force pour venir appuyer les armées pour la défense des frontières des ennemis venant de l'extérieur. Et également pour aller assurer des missions des Nations Unies. Donc, pour y faire face, l'institution peut compter sur sa chaîne de commandement et un réseau d'enquêteurs spécialisés, des capacités opérationnelles partout, avec un soutien opérationnel de l'escadrille de drones et de l'appui de la gendarmerie de l'air et des transports aériens entre autres. Pour le commissaire à la retraite, Cheikhna Keita, la police elle aussi devrait bientôt renforcer ses forces. Les forces de défense et de sécurité travaillent en synergie. Bon, ça ne veut pas dire que maintenant il y a ça qu'on organise la sécurité autour. La gendarmerie a un rôle de couverture de l'extérieur des cités, de couverture des zones frontalières au point de vue, des patrouilles de prévention et autres. Et
Et ça nécessite des moyens. La police, de son côté, a connu la même montée en puissance, mais tout est harmonisé selon ce dont elle a besoin. Depuis 2015, la gendarmerie déroule un plan de recrutement, un plan décennal pour maintenir ses capacités opérationnelles pour faire face globalement aux défis sécuritaires, l'exploitation du pétrole et du gaz. Et puis, nous parlons de l'immigration irrégulière. Pour freiner le mal aux États-Unis, le Salvador impose une taxe de $1,130, soit plus de 700 000 francs CFA, aux Africains et aux Indiens. Détouba Ndiaye, notre correspondant au Brésil. Il fallait s'y attendre. Dans ce qui est considéré comme une tentative d'endiguer le flux des migrants, le gouvernement d'El Salvador impose désormais aux passagers avec le passeport en provenance d'Afrique ou d'Inde des frais de $1,130, soit presque 700 000 francs CFA, dans le but apparent de freiner la migration vers les États-Unis via ces pays d'Amérique centrale. Si l'on tient compte de la taxe sur la valeur ajoutée de 13% en vigueur à El Salvador, le coût total s'élève à $1,130 après la rencontre 3 jours avant entre le secrétaire d'État adjoint américain aux affaires de l'hémisphère occidental Brian Nichols et le président salvadorien Nayib Bukele pour discuter des efforts visant à lutter contre la migration irrégulière. Avianca, la compagnie aérienne de la Colombie, a commencé à informer les voyageurs des pays africains et d'Inde qu'ils doivent payer les frais obligatoires avant d'embarquer sur des vols à destination d'El Salvador. Normalement, les migrants venus de l'extérieur de l'Amérique latine prenaient des vols moins chers vers l'un des pays d'Amérique du Sud. Depuis ces pays, ils se dirigeaient par voie terrestre à partir de la forêt amazonienne pour atteindre le Mexique puis les États-Unis en traversant toute l'Amérique centrale avec tous les risques. Ces migrants se sont tournés depuis vers El Salvador et principalement le Nicaragua, qui sont encore plus proches du Mexique. Même si le voyage est plus coûteux, le risque d'expulsion au débarquement est moindre, étant donné l'absence de structures douanières par rapport aux autres pays voisins. Pour beaucoup, la mesure est considérée partiale, discriminatoire et même xénophobe et compte avec l'appui et la pression du gouvernement américain qui a poussé à renforcer le contrôle sur ceux qui arrivent vers son pays via El Salvador et le Nicaragua. La question maintenant est de savoir si cette mesure va dissuader les candidats à l'immigration irrégulière. Ici au Brésil, en Amérique latine, pour la RFM. Détoubab Ndiaye, merci. Une bonne transition pour accueillir Georges Déthié. Bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. RFM. L'actualité internationale. Les Africains n'auront plus besoin de visa pour voyager au Rwanda. Le président Paul Kagame a annoncé hier la fin de la restriction. C'était à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. La mesure vise à stimuler la libre circulation de personnes et le commerce à l'échelle du continent. Paul Kagame a déclaré que n'importe quel Africain peut prendre l'avion pour le Rwanda quand il le souhaite et il ne payera pas pour entrer dans le pays. Une fois cette mesure mise en œuvre, le Rwanda va devenir le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. La liste comprend la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Lundi dernier, le président kényan William Ruto a annoncé son intention de permettre à tous les Africains de se rendre au Kenya sans visa d'ici au 31 décembre. Au Mali, l'armée a surmené ses opérations dans le respect des droits de l'homme. Une déclaration de la direction de l'information et des relations publiques de l'armée. C'était lors d'un point de presse. Le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dembélé, au micro de Zanga Abdoulaye Ouattara. Les forces armées maliennes sont dans la dynamique de leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire, mais aussi de la sécurisation des personnes et des biens. Les FAMA sont des forces professionnelles et respectueuses des droits humains, mais aussi du droit international humanitaire. À cet effet, elles ne sauraient en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique d'un citoyen malien. Les FAMA, dans leur mission de défense et de sauvegarde de l'intégrité du territoire du Mali, ne saurait tolérer que n'importe quel individu ou n'importe quel groupe terroriste lui empêche d'assumer sa mission régalienne, la mission qui lui a été confiée par le peuple malien. Au Mali, toujours, la Commission nationale des droits de l'homme a présenté hier son rapport annuel 2022 au Conseil national de transition. Le document a examiné 6 parties de la situation des droits de l'homme dans le pays. Il s'agit notamment des droits civils et politiques, des droits des personnes vulnérables, la situation carcérale et les conditions de détention. Au Niger, arrestation du directeur national de la BNP
BCEAO. Il a été arrêté mardi à Niamey selon RFI. Maman Laoulaye est entre les mains des services de la sécurité extérieure. Les autorités de la transition n'ont avancé aucune raison pour justifier cette arrestation. C'est la deuxième fois que le directeur local de la BCEAO est interpellé depuis le coup d'État du 26 juillet dernier. En toile de fond, la suspension des versements de liquidités à l'État du Niger suite aux sanctions économiques à son encontre. Et nous évoquons à présent la guerre entre Israël et le Hamas. Le secrétaire d'État américain est de nouveau attendu en Israël ce vendredi. C'est sa deuxième visite depuis le début du conflit. Israël commence à renvoyer les travailleurs palestiniens de Gaza. On fait le point avec Anna Rocha. Des milliers de travailleurs qui étaient bloqués en Israël depuis le 7 octobre dernier, date de la première attaque du Hamas, ont été ramenés à Gaza. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le directeur du point de passage de Rafah, côté palestinien. Selon Le Monde, le début de ces retours forcés vers Gaza survient quelques heures après l'annonce du cabinet de sécurité israélien, expliquant, je cite, qu'Israël coupe tous les liens avec Gaza. Il n'y aura plus de travailleurs palestiniens de Gaza. D'ailleurs, des images diffusées en direct par l'agence France Presse de la ville la plus proche de Rafah montrent des personnes traversant le poste frontalier entre Israël et la bande de Gaza. Près de 18 500 Gazaouis bénéficiaient jusqu'ici d'un permis de travail en Israël au moment du déclenchement de la guerre. Alors que le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël est arrivé pour prendre ses fonctions, le secrétaire d'État américain est de nouveau attendu dans l'État hébreu. Anthony Blinken entame une deuxième tournée au Proche-Orient depuis le début de la guerre. Il doit appeler à des mesures concrètes pour épargner les civils de Gaza. La Maison-Blanche a demandé une pause temporaire localisée des combats dans la bande de Gaza et non un cessez-le-feu général. C'est pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer. Attendu ce vendredi également, la prise de parole du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, doit dire si sa formation, alliée du Hamas palestinien et soutenue par l'Iran, entrera ou non dans le conflit. Toujours en lien avec la guerre au Proche-Orient, en Tunisie, le Parlement a entamé hier des débats autour d'un projet de loi hostile à Israël, un projet de loi qui considère comme un crime et puni d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité toute normalisation avec Israël. En Colombie, le père du footballeur Luis Diaz, enlevé selon le gouvernement, l'enlèvement du père de l'attaquant de Liverpool a été perpétré par une unité appartenant à l'ELN, la dernière guérilla encore active en Colombie. Luis Manuel Diaz et son épouse Célinis Marulando, qui a été libérée depuis, ont été enlevés le 28 octobre dernier dans le nord-est de la Colombie par des hommes en moto. Un important déploiement de forces de l'ordre a été mobilisé pour retrouver. Le gouvernement qui mène actuellement des pourparlers de paix avec l'ELN réclame sa libération immédiate. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, 5e recensement général de la population et de l'habitat. Quels enseignements l'État doit tirer des chiffres fournis par l'ANSD? Pour en parler, tout à l'heure, nous serons avec Abdoulaye Seck, économiste, formateur en statistique et gestion de projets au Centre de formation judiciaire, et Birahim Gueye, professeur titulaire agrégé en sciences de gestion, ancien doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. RFM Sport. Bonjour Malal Diagne Junior. Bonjour Barthélémy. La lutte chez nous d'abord, avec les organisateurs du combat royal Modlo Ama Baldé qui mettent l'accent sur la sécurité. C'est très important cet aspect pour assurer un bon déroulement de cet après-midi festif de lutte qui s'annonce et qui est prévu pour dimanche prochain à l'arène nationale. Modlo populaire, Ama Baldé populaire est issu de Pikine, ce qui va mobiliser un monde fou autour et dans l'arène nationale, d'où les mesures prises par l'organisateur en parfaite collaboration avec le comité national de gestion pour assurer une sécurité avant, pendant et après l'événement. Serigne Gueye Thioune, alias commandant Thioune, responsable de la sécurité au niveau du comité national de gestion de la lutte, s'est entretenu ce matin sur ce sujet avec Cheikh Tidiane Diagne. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires, adéquates pour sécuriser le combat. Et au passage, je vous dis que de
de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu un pareil déploiement d'éléments. Parce que nous avons un nombre impressionnant, je dirais même très impressionnant, pour la sécurisation. Vous me permettrez de remercier au passage le directeur de la police nationale qui a vraiment mis en branle tout ce qui devait être fait. Et pour cela, le directeur de la sécurité publique a donné des instructions fermes. Et ce que je demande vraiment aux gens qui veulent venir et assister au combat, de venir calmement et librement, sachant qu'ils n'auront aucun désagrément. Alors, mon commandant, juste une question. Nous savons que ce combat se déroule dans un contexte assez particulier. Nous savons qu'il y a une tension politico-sociale actuellement qui sévit dans ce pays. Est-ce que cela ne vous impose pas, disons, à prendre vos devants davantage, comme on dit? Non, vous savez, moi, enfin, ça, ces choses que vous me dites là me dépassent. Moi, ce qui m'importe, c'est la réussite du gala. Et c'est un gala vraiment qui mérite d'être sécurisé. Vraiment, c'est pour cela que nous avons pris toutes les mesures idoines et adéquates. Il n'y a jamais eu pareil dispositif. Mais c'est parce que les deux lutteurs ont un nombre impressionnant derrière eux et nous voudrons vraiment qu'il n'y ait pas de couac. Parce que Pékin, quand même, c'est le fief d'Ama Baldé. L'autre, Modlo, habite les parcelles. Donc, il faut que les gens sachent raison garder. Nous allons tout faire pour la réussite de ce gala. Voilà, appel au fair play donc au niveau des deux camps de ces deux lutteurs Modlo et Ama Baldé qui doivent s'affronter dimanche prochain. Malal du football, la Ligue 1 se choque à Amadou Barry Guédiawaye SV qui reçoit le Casa Sport. Pour lancer la deuxième journée de cette saison à Amadou Barry, les bleus et jaunes de la banlieue qui reçoivent les verts de la Casamance, un choc attendu puisque le Casa Sport a pour habitude de venir enquiquiner un peu l'équipe de Guédiawaye à Dakar. Sodekam s'est penché sur cette affiche. Guédiawaye Football Club, Casa Sport, l'une des attractions de cette deuxième journée de la Ligue 1. Un match qui sera âprement disputé puisque GFC rencontre sa bête noire, nous dit l'entraîneur Mbaye Badji. Parce que le Casa Sport fait partie des meilleures équipes de ce championnat. Et aussi le Casa et le bête noire de Guédiawaye, d'autant plus que l'année dernière, ils ont eu 4 confrontations. Le Casa a gagné les 3, Guédiawaye a gagné un seul match. Donc pour vous dire que ça va pas être facile, mais quand même on l'a bien préparé. Un match à double enjeu selon le manager général du club fagnon de Ziguinchor, Siaka Bodian. Les matchs de Guédiawaye Casa Sport, ça commence à devenir un véritable classique de notre championnat et nous les prenons toujours avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de fierté de les jouer parce que c'est des matchs d'abord avec un enjeu sportif mais également populaire. Mais au bout du compte, c'est les 3 points qui sont en jeu et nous comptons les prendre. Les deux protagonistes ont fait chacun un match nul lors de la première journée. Alors, pour eux, c'est le moment de décrocher la première victoire de la saison. Déjà au plan défensif, c'est ce qui a été le grand problème du match. On a pris 2 buts, c'est ce qu'il faut rectifier très rapidement. Par contre, c'est de consolider cette bonne assise offensive qui nous a permis d'avoir 2 buts. Ce qu'on doit améliorer, c'est notre phase offensive. Moi, je pense que si on arrive à garder le ballon, avoir la possession et être plus mobile, je pense que pour ce match, on n'aura pas beaucoup de difficultés. Le Casa Sport est déjà à Dakar pour ce grand rendez-vous. La rencontre GFC Casa Sport va se jouer ce samedi au stade Amadou Barry à 16h30. Déplacement, appel contre appel, jeu sans ballon, on verra cela à l'occasion de la rencontre Dakar-Sacré-Cœur contre le Giraffe de Dakar, mais également dimanche entre Djambar et l'équipe de la Sonacos au stade Lat Dior de Thiès à Saint-Louis. La Linguère joue contre la AS Pikine. Wakam joue son premier match à Dakar face à Teungueth FC. Ce sera au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Et la première réception de l'équipe de Diamono à Fatick en tant qu'équipe de Ligue 1 dimanche également contre l'équipe du Stade de Mbour. Lundi, le champion entier de Génération Foot joue au stade Lat Dior de Thiès puisque son stade n'est pas homologué à Déni Biram Ndao et les Grenats vont recevoir l'US Gorée dans la capitale du rail. La Ligue 2 pour finir avec l'AS Douanes qui joue contre le Duc. RS Yoff va jouer contre le Snaps Excellence à Thiès. Oslo face à Agel. La suite est prévue dimanche. Le football en Europe ce soir en France. PSG contre Montpellier. En Espagne, Las Palmas contre l'équipe de l'Atlético de Madrid. Et en Italie, Bologne joue contre Lazio Rome. Barthélémy. Malal Diagne Junior pour compléter. Notez que Neymar a été également opéré avec succès au Brésil. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. La presse de ce vendredi, lecture commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour.
Macky Sall encense le général Fall, augmente la puissance de frappe de la gendarmerie. Le général Fall parade des pavoises dans la plupart des publications de ce vendredi. Et pour cause, le numéro 1 de la gendarmerie nationale a reçu les hommages, les honneurs du chef de l'État, Moussa Fall, offert un exemple aux hommes en bleu. Le journal Vox Populi écrit que Macky trouve en lui l'âme du bon soldat arrimé au fondement de la nation, aux exigences de l'État et aux valeurs de la République. Et pour renforcer la troupe, Macky Sall veut atteindre 35 000 agents en 2025. Le Soleil note que la maréchaussée, la gendarmerie, a étraîné hier son état-major flambant neuf pour insuffler un souffle de modernité et de vitalité, dixit Macky Sall, confiance renouvelée et hommage appuyé du président Sall. Le général Fall, lui, dans sa prise de parole, théorise la capacité des unités d'intervention, ce dans le sens de disposer de moyens de riposte proportionnée en réponse à un phénomène nouveau marqué par des violences urbaines de plus en plus exacerbées. Avec le terrorisme, le trafic de drogue, la cybercriminalité, les réseaux sociaux et l'immigration irrégulière, la montée en puissance de nos FDS s'impose en permanence, a dit le président de la République. Aïb Dafé, énième revers à la DGE, le mandataire d'Ousmane Sonko est revenu bredouille. Il n'a pas reçu ses fiches de parrainage malgré l'arbitrage de la Sénat en sa faveur. Aïb rentre dans les locaux de la DAF et en ressort les mains vides, constate Vox Populi. Conséquence, les avocats d'Ousmane Sonko pressent la Sénat de se substituer à la DGE. En clair, ils lui demandent d'user du pouvoir de substitution conféré par la loi pour faire confectionner et délivrer les documents de collecte de parrainage et d'ordonner à la DAF de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes si ce n'est déjà fait depuis la signification de la décision à la DAF. Le témoin parle alors de nouveaux recours. Selon le journal L'Info, les avocats d'Ousmane Sonko acculés, la DGE n'a pas reculé. Notre Buzz le jour. Sud Quotidien tire la conséquence que de sérieux doutes pèsent sur la neutralité de la Direction générale des élections. Pour Moundiaï Cissé de l'ONG 3D, ce sont là les premiers ou les prémices à des contestations préélectorales, électorales et même post-électorales. Buzz le jour a fait un dossier ce matin sur le parrainage, focus sur la corruption, carte d'identité nationale contre de l'argent, carte sur table. Bûcheron le journal, le confrère a effectué un reportage en banlieue dakaroise, le business entre collecteurs et électeurs, parrainage cédé entre 2000 et 5000 francs CFA. Diourbel, les entrepreneurs électoraux, comme le journal les appelle, se frottent les mains. Un businessman dit: j'ai revendu 500 fiches à 1 million de francs CFA. Ils ont besoin de parrains et moi j'ai des charges familiales. Eh bien, c'est gagnant-gagnant. À la une de l'Observateur, alerte à la jeune, les mises en garde des spécialistes en démographie et des économistes dans le journal L'Obs. Donc, une charge pour l'État, un atout pour le futur. Et puis, sport dans Sunula Modlo, plus que jamais déterminé, il dit: j'attends Ama Baldé de pied ferme. Ce combat est le mien. J'ai tout fermé, convaincu de ma victoire. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Nous en venons maintenant à point de vue, 5e recensement général de la population et de l'habitat. Quels enseignements l'État doit tirer des chiffres fournis par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie? Pour en parler, nous sommes avec Abdoulaye Seck. Monsieur Seck, bonjour. Bonjour Monsieur Seck. Bonjour Barthélémy, vous allez bien? Merci et vous, merci. Ça va bien, merci. Merci, vous êtes économiste et formateur en statistique et gestion de projets au Centre de formation judiciaire. Notre deuxième intervenant, Birahim Gueye. Monsieur Gueye, professeur, bonjour. Bonjour Barthélémy. Professeur titulaire agrégé en sciences de gestion, ancien doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je donne la parole d'abord à Abdoulaye Seck, économiste. Abdoulaye Seck, les chiffres du recensement sont connus. 18 32 473 habitants, avec 50% d'hommes et 49,4% de femmes. Le recensement général de la population et de l'habitat qui a pour, entre autres objectifs, de faire le bilan démographique, de déterminer les caractéristiques de l'habitat et de donner une base d'appréciation de l'impact des politiques et programmes
de développement. Selon vous, sur la base de ce 5e recensement, après celui de 76, de 88, de 2002 et de 2013, selon vous, comment l'État doit-il appréhender ces chiffres? Merci beaucoup, Barthélémy. Moi, je pense que le recensement général sur la population et l'habitat a fourni des informations très claires. Et ces informations-là nécessitent une appréciation à sa juste valeur. Les statistiques sont, pour la plupart du temps, nous avons toujours défini comme autant des outils d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'ils sont indispensables dans le processus de gouvernance, en ce sens qu'ils permettent aux gouvernants de pouvoir faire de la planification, de pouvoir faire la priorisation des politiques et des programmes, mais également de pouvoir anticiper sur certains phénomènes. Par exemple, vous voyez que en un laps de temps, la population du Sénégal est passée de 15 à 18 millions d'habitants. Donc nous avons un taux qui nous permet de faire des projections sur le futur. Et nous avons noté également une chose très intéressante. Nous avons par exemple 77% de la population du Sénégal qui ont moins de 35 ans. Ça veut dire quoi? Antérieurement, nous parlions de la jeunesse de la population. En quelque sorte, une population très jeune. Voilà, nous disions antérieurement que le Sénégal a une population à majorité de jeunes. Mais sans pour autant pouvoir quantifier exactement quelle est cette jeunesse, le niveau de jeunesse. Maintenant, nous avons vu que c'est très jeune, comme vous venez de dire. La population du Sénégal est très jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons dès à présent commencer à construire un Sénégal du futur. Mais justement, vous l'avez dit, la population est très jeune, mais où se situe cette jeunesse? Cette jeunesse, c'est très jeune. En dessous de 35 ans, vous êtes très jeune. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut construire pour le futur. Le Sénégal doit faire des projections en tant que... Quand je parle du Sénégal, je parle des gouvernants. Il doit faire des projections sur le futur. Il doit déjà commencer à travailler pour un Sénégal du futur. Qu'est-ce que nous voulons que le Sénégal soit d'ici 35 ans encore, c'est-à-dire d'ici à l'horizon 2070. Donc, c'est des projections qu'il faut faire. Et maintenant, cette jeunesse appelle de la part des dirigeants. Tout de suite et maintenant, plus de dépenses en termes d'investissement, en termes d'accompagnement, en termes de formation de qualité, en termes de valorisation et de promotion du capital humain, ce qui nous permettra maintenant de tirer en fait tous les bénéfices de ce dividende démographique, tous les bénéfices de ce capital humain-là, de cette population très jeune, qui pourront servir d'ici à 30 ans et permettre à ce que notre pays puisse faire d'excellents bons en avant. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, cela suppose quoi? Cela suppose qu'à court terme et tout de suite maintenant, il faut en urgence qu'on puisse travailler pour ces générations futures, pour les former, pour les encadrer, pour les orienter, mais également pour faire de cette jeunesse-là un atout dans le futur. Je prépare dès à présent, donc c'est pourquoi je parle du Sénégal du futur, de ces projections qui doivent se faire impérativement jusqu'à l'horizon 2070 et permettre à ces jeunes-là maintenant d'être un atout de qualité dans le processus de développement et d'émergence de ce Sénégal. D'accord. La jeunesse qui a justement besoin d'être soutenue dans le contexte actuel où on vit l'émigration irrégulière. Alors, je donne la parole à Birahim Gueye, professeur. Selon les chiffres de l'ANSD, le département de Mbacké est plus peuplé avec 1 359 757 habitants. Le département de Mbacké qui devance Dakar. Justement, M. Seck l'a évoqué tout à l'heure. Ces chiffres permettent d'avoir de prévoir une meilleure planification des politiques publiques. Selon vous, il faut tout de suite mettre l'accent sur Mbacké ou comment élaborer les politiques là? Merci beaucoup, Barthélémy. Je remercie aussi Moussa Seck pour les éléments clairs qu'il a exposés et qui permettent de mettre le sujet sur une question de dividende démographique. Je pense qu'on a parfaitement raison de parler ainsi. Aujourd'hui, le Sénégal est confronté à une population jeune. On parle de population un peu masculine, mais je pense que la différence entre les hommes et les femmes n'est pas significative. Moi, je serais tenté de dire que hommes et femmes font à peu près le même chiffre. Mais ce qui est le plus marquant, et vous l'avez évoqué, c'est le fait de voir le département de Mbacké qui devient le département le plus peuplé du Sénégal. Qu'est-ce que cela appelle en termes de politique publique? On entend souvent à la veille du Grand Magal de Touba parler des problèmes d'assainissement, des problèmes
d'addiction à l'eau, des problèmes de circulation, des problèmes d'aménagement urbain de manière générale. Donc quand vous avez... et même des problèmes d'infrastructure de base. Des problèmes d'infrastructure de base, effectivement. Donc on ne peut pas ignorer cet état de fait. Et c'est quelque chose qui pendait dans l'air de manière... depuis très longtemps, avec l'engouement que suscite Touba et autour, je pense qu'il fallait avoir des projets assez importants. Aujourd'hui, on peut dire exactement la même chose avec le Nord, avec la découverte des gisements de pétrole et de gaz. Il est à espérer que les gens puissent se déplacer vers Saint-Louis et vers tout ce département du Nord. Mais justement, est-ce que cette forte population de Mbacké a un peu un lien au poids économique de Touba? En fait, c'est ça le paradoxe, parce que quand vous regardez les chiffres du ministère de l'économie et des finances, en fait, du ministère des Finances, la direction des impôts et domaines, le niveau de collecte d'impôts dans le département de Mbacké est très faible comparé à d'autres départements comme Dakar, comme Bour ou comme Thiès, etc. Ce qui veut dire que l'État ne collecte pas assez d'argent dans ce département pour pouvoir y mener des activités et pouvoir y mener des politiques publiques encourageantes. Donc, il faudrait inverser la tendance et trouver le modèle économique qui serait le plus approprié pour investir sur des infrastructures de base à Mbacké. Donc je pense qu'il y a une nécessité de réfléchir de manière importante parce qu'aujourd'hui, c'est qui cette population de Mbacké? Ce sont des jeunes qui, pour la plupart, ont été formés dans le cadre d'un système arabisant, qui n'ont pas de diplôme ou qui n'ont pas de qualification et qui continuent de renforcer le nombre de chômeurs et qui se débrouillent de manière peut-être de manière courageuse, mais ce n'est pas forcément... Donc pour vous, au-delà de l'éducation formelle, il faut penser aussi investir dans la formation professionnelle pour avoir un capital humain. Avec le dividende démographique, les éléments sur lesquels il faut se pencher, c'est renforcer le tissu infrastructurel sur le plan de la santé pour qu'il y ait une bonne prise en charge des questions de santé de ce point de vue-là. Ça manque dans le département de Mbacké et dans pratiquement tous les autres départements. Il faut une meilleure formation. Il faut mettre en place des mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat, mais pas seulement de promotion, mais d'accompagnement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, il faut quand même des politiques publiques courageuses. Cette question de l'immigration clandestine dont on parle aujourd'hui, c'est le fruit d'un manque d'espoir. Les efforts qui sont faits par l'État. L'État a fait énormément de choses. Il faut se demander qu'est-ce qui ne marche pas dans ces efforts-là. Aujourd'hui, face à la pression de la dépense quotidienne, face à la pression des besoins urgents, on ne peut pas seulement se limiter à dire il y a 3FPT, il y a FONGIP, il y a la DER, etc. Il faut que les gens aient des possibilités qui leur permettraient de s'en sortir. Et je pense qu'il n'est pas anormal aujourd'hui de penser à la mise en place d'un système de revenus universel comme le RSA en France ou ailleurs pour les jeunes entre 25 ans et 35 ans, de sorte à pouvoir leur donner davantage d'espoir. Maintenant, ces décisions-là qui va nécessiter ou qui va avoir des conséquences assez importantes sur le plan budgétaire pourraient être accompagnées par des conditionnalités en matière d'engagement civique, en matière de formation qui permettrait à la sortie de pouvoir créer des activités. Mais il nous faut avoir un État qui pousse et qui crée les taureaux par les cornes. Il nous faut avoir une meilleure allocation des ressources. Et aujourd'hui, c'est ce qui pose problème. Et si on y prend garde, d'ici 2025, le Sénégal, d'ici 2030 plutôt, le Sénégal pourrait se retrouver avec 25 millions de personnes, 25 millions d'individus. Si on ne prend pas les décisions qu'il faut aujourd'hui, ce sera très difficile de répondre à cette situation-là et on risque des tensions beaucoup plus fortes. Plus fortes. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Gueye. M. Seck, je vous donne la parole. L'État, M. Gueye l'a rappelé tout à l'heure, a fait beaucoup de choses, mais malheureusement, des choses qui ne se sentent pas souvent sur le terrain. On a vu beaucoup de programmes développés par l'État. Je peux citer les bourses familiales, de l'argent qu'on octroie à des familles. Mais l'État, Jolof dit, est-ce qu'il faut investir sur le capital humain pour pouvoir un peu essayer de renverser la tendance? Moi, ce que j'avais dit dans ma première intervention, en fait, il faudrait aller vers la valorisation et la promotion du capital humain. C'est la première ressource, richesse pour un pays.
Et nous avons l'avantage d'en disposer pour encore 35 ans, 40 ans, plus avec un nombre extraordinaire de jeunes qui vont être sur le marché du travail, qui vont être dans le milieu actif. Donc, comment faire maintenant pour tirer le maximum de ces potentiels-là? C'est de les encadrer, de les former, d'investir en termes sur des formations en termes professionnels, éducation, citoyenneté, mais également aller encore plus loin pour travailler pour le Sénégal du futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place un fonds souverain, carrément de péréquation, fonds souverain, qui sera alimenté par nos ressources naturelles qui seront commencées à exploiter d'ici 1 an au maximum, pour permettre à ce qu'il y ait une prise en charge réelle avec des ressources stables de ces besoins futurs. Parce que si nous ne faisons pas cette planification pour le futur, si nous n'anticipons pas sur l'évolution globale de la population, il y a un rythme d'évolution qui est très élevé. Si nous n'anticipons pas sur cela, si nous n'anticipons pas sur le futur du Sénégal en se basant sur les résultats actuels, nous risquons de ne plus pouvoir rater pour de bon le processus de développement et d'émergence de notre pays. Nous avons les cartes en main, mais il faudrait qu'on ait un courage en tant que décideur, il faudrait qu'on ait un courage, la vision et la projection sur le futur. Et surtout qu'on sait d'année en année, la population va augmenter. D'année en année, la population va augmenter. Vous avez vu le rythme, vous avez vu le taux. Entre les deux recensements, la population a augmenté de combien de millions? Entre les deux recensements, on était à 15 millions, moins de 16 millions. Actuellement, on est à 18 millions. 18 millions. C'est un taux élevé, très élevé. Pour un pays dont les richesses ou dont l'économie ne croit pas en ce rythme. Vous voyez qu'il y a une persistance continue de ces difficultés qui vont s'accentuer avec également le développement, l'augmentation de cette population à base très jeune. Donc il faudrait qu'on ait le courage de prendre des mesures adéquates, de se faire des projections dans le temps et la vision nécessaire pour redonner espoir à ce pays-là, à ces gens, pour redonner espoir à cette jeunesse-là qui vont croire à nos politiques, qui vont s'accommoder, qui vont s'orienter et qui vont accompagner les processus avec beaucoup d'espoir, ce qui nous permettra quand même de pouvoir les utiliser dans le futur comme étant des véritables leviers de développement, ou en tout cas ce qu'on appelle un dividende démographique porteur. Si nous ne le faisons pas, si nous n'avons pas quand même fait une rupture avec nos pratiques anciennes, nous avons FNP, JITRAP, FPJ, bon, toute une panoplie. Mais si vous regardez bien, on nous dit que le département de Mbacké est le département le plus peuplé. Oui, mais si vous voyez bien que dans ce département de Mbacké, un peu partout au Sénégal, cette tranche d'âge qui constitue actuellement la population active est une tranche d'âge à dominance informelle. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir autant de recettes au niveau de Mbacké que de Touba ou de Mbour. C'est à dominance informelle. Et cette population informelle, cette tranche d'âge active, qui est maintenant, pour la plupart, dont le tiers se trouve dans le secteur informel, doit être également mobilisée, encadrée et orientée pour en faire un secteur privé fort, capable de jouer à côté de l'État. Donc l'État doit penser déjà, l'État doit penser à formaliser l'informel. Bien sûr que oui, c'est une réalité au Sénégal, le secteur informel. Et on ne peut pas continuer à vivre comme ça dans le milieu informel. Qu'est-ce qui va financer les nombreux engagements que l'État doit faire pour permettre un développement harmonisé, homogène de nos zones, des différentes zones? Alors que nous n'avons pas les mêmes potentialités, ni les mêmes réalités dans chaque zone. Si nous avons peu de ressources au niveau de Touba, alors que nous devons beaucoup faire à Touba. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un gap dans le cadre du financement qu'il faut résorber. Il faudrait qu'on aille vers la formalisation de ce secteur, qu'on les oriente, qu'on les accompagne pour en faire un secteur porteur, un secteur privé fort. C'est des gens qui ont la capacité, c'est des gens qui ont les idées, mais ils n'ont pas l'encadrement et la formation nécessaires. Il faudrait que ces acquis-là, ces expériences soient valorisées. Qu'on puisse permettre de valoriser ce qu'ils ont appris dans la pratique pour en faire de véritables leviers de développement et des acteurs qui comprendront le processus et accepteront d'être accompagnés par l'État et par là même permettront à l'État de lever des ressources additionnelles pour pouvoir mettre en place le cadre nécessaire à l'épanouissement de tous ces gens-là. Et leur participation effective dans la bonne marche de ce pays. Et c'est bien possible, Abdoulaye Seck. Merci beaucoup, monsieur Seck. Merci, on vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Merci. Je termine avec vous, monsieur Gueye Birahim. Les données sur les enfants aussi sont vitales, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les données, des données donc qui peuvent éclairer sur les réformes à mener en leur faveur, à la faveur des enfants. Vital, oui, pour les connecter aux services sociaux essentiels. L'enfant dans ça? En fait, c'est une question hyper importante aujourd'hui et tous les parents qui ont des enfants à bas âge aujourd'hui vivent le calvaire tout simplement pour leur prise en charge dans un contexte où les femmes sont de plus en plus engagées dans le marché du travail. Aujourd'hui, pour amener ces enfants à la crèche, il y a des difficultés. Avoir un cadre
sécurisant de formation à l'éducation religieuse, il y a des efforts qu'il faudrait faire parce que les gens ne résistent pas à amener les enfants au niveau des daara ou autres, mais il faut que le cadre soit approprié. Aujourd'hui, la qualité ou bien les difficultés que nous avons dans notre système éducatif, dans le primaire et dans le secondaire, fait que de plus en plus, les parents sont obligés de payer dans le privé avec une qualité de formation qui n'est pas forcément des meilleures. Autant de questions, je ne parle pas de la question de la santé, de la petite enfance, je ne parle pas de la question de l'enseignement civique. Donc autant de questions aujourd'hui, effectivement, qui met aussi l'enfant au cœur. Et j'ai comme l'impression que depuis Abdoulaye Wade, il n'y a pas une volonté politique au niveau de l'État suffisamment claire pour prendre en charge cette petite enfance. Le gouvernement de Wade avait mis en place les cases des tout-petits. Les cases des tout-petits. Même si l'État a maintenu ce dispositif, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu un dispositif et un renforcement de ce système de cases des tout-petits. Et la conséquence immédiate de tout cela est que parfois on voit beaucoup d'enfants qui abandonnent leur cursus scolaire, tout simplement. Très clairement, en dehors d'abandonner, on les voit embarquer dans les pirogues et prendre la tangente en quelque sorte. C'est dramatique. Je pense qu'il y a cette question-là qui mérite d'être évoquée de manière substantielle. Et l'État a une responsabilité claire. Nous, on a même l'impression de ne plus sentir comme par le passé le ministère de la Femme et de l'Enfance. Avant, on avait une vraie prise en charge de la question infantile, ce qui ne semble pas être suffisamment le cas aujourd'hui. Et effectivement, avec les chiffres que nous avons à la sortie de ce recensement, oui, l'État devrait quand même renforcer sa politique de prise en charge de l'enfance. Mais au-delà de l'enfance, je pense, c'est la question de la famille. Aujourd'hui, il y a une déliquescence de la famille au Sénégal et qui crée toutes les difficultés que nous rencontrons. Il nous faut arriver à remettre la famille au centre du jeu, à responsabiliser davantage la famille, responsabiliser les chefs de famille, le mari comme la femme, de sorte à pouvoir mettre en place un dispositif de gestion de la petite enfance de manière plus rigoureuse. Aujourd'hui, les problèmes économiques, les problèmes sociaux ont fait que les parents n'ont plus autorité devant leurs enfants. Il nous faut retrouver cette autorité-là. C'est ce qui fait l'équilibre de la nation, parce que si les enfants ne sont pas pris en charge comme il faut dans le cercle familial, c'est la délinquance, c'est une sorte de désœuvrement qu'on connaît, et ça peut conduire à toutes les formes de dérive. Et on en a connu ces derniers mois, ces dernières années. Et il faut qu'on prenne en charge cette question. De l'enfance. Mais si vous me le permettez, j'aimerais vraiment revenir sur la question de l'informel qui mériterait d'être formalisé, effectivement, mais surtout être professionnalisé. Nous, on a l'habitude en sciences de gestion de dire que la priorité par rapport à l'informel, ce n'est pas la question de l'informel, de la formalisation qui vient naturellement. C'est la question de la professionnalisation. Faire en sorte que les acteurs de l'informel comprennent les enjeux d'avoir une attitude professionnelle dans leur démarche, être soucieux de la qualité du produit, être soucieux de leur démarche marketing, être soucieux de la qualité des services qu'on donne. Et ce qui va convaincre le client, et progressivement, c'est le marché qui va les amener à se professionnaliser, à se formaliser, parce qu'ils auront besoin de telle échelle. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin en termes de professionnalisation du secteur de l'informel. Merci beaucoup Birahim Gueye. Merci, on vous retrouve également dans le 13h. Birahim Gueye, professeur titulaire agrégé en sciences de gestion, ancien doyen de l'UFR des sciences économiques et de gestion à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci également Abdoulaye Seck, économiste, formateur en statistique et gestion de projet au centre de formation judiciaire. On vous retrouve tous les deux dans le 13h. Ce sera avec Seydou Nourouba. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngo, mise en onde Aluba Digital, Maïssa Mbaye, chef d'édition